Et salut à tous et bienvenue sur Crypto LFDM. Aujourd'hui, on se retrouve en compagnie de Maxime de Mon Conseil Fiscal, la chaîne YouTube Mon Conseil Fiscal que je vous invite à suivre. Je vous invite à vous abonner. Il est aussi sur Twitter. Et aujourd'hui, on va parler de points importants au niveau de la fiscalité française et peut-être au niveau européen. On va parler de la traque des fraudeurs à la crypto. Donc tous ceux qui ne payent pas leurs impôts, bientôt, ça sera terminé, malheureusement pour vous. Mettez-vous à la page très vite. On parlera aussi des NFT et on parlera à la fin aussi des articles du BOFIP, des évolutions du BOFIP, pardon. On voit ça tout de suite avec Maxime. Oui, bonjour. Salut Maxime, ça va? Salut. Merci de m'inviter encore sur la chaîne. Effectivement, aujourd'hui, on va faire un peu un retour d'actualité depuis cet été. Voilà, pour ceux qui rentrent de vacances, on va dire, et qui ont besoin de se remettre à jour sur la fiscalité applicable en matière de crypto. Et effectivement, il y a 3 actus importantes, à la fois sur les nouveaux commentaires de l'administration fiscale sur les questions de traders pro ou non pro en matière de crypto, parce qu'il y a une interprétation un peu spécifique qui a pu étonner certains ou même beaucoup d'avocats fiscalistes spécialisés crypto sur la notion de trader pro et la fiscalité applicable. Ensuite, effectivement, il y a eu le rapport de l'inspection générale des finances sur la possible future fiscalité en matière de NFT. Et on va terminer sur le plan de lutte contre les fraudes fiscales, sociales et douanières présenté par le gouvernement et la partie effectivement sur la lutte contre les fraudes en matière d'actifs numériques. Donc voilà, on va détailler un peu tout ça dans la vidéo pour que vous puissiez être à jour, on va dire, des nouvelles mesures crypto en ce mois de septembre 2023. Donc effectivement, pour commencer, donc, on a eu l'interprétation de l'administration fiscale sur la nouvelle fiscalité applicable en matière de crypto en France, puisqu'on se rappelle qu'on a normalement des cessions à titre onéreux, à titre occasionnel de crypto, enfin d'actifs numériques, où on est sur la flat tax, avec maintenant possibilité d'opter pour le barème progressif. Et si on était dans des conditions analogues à un professionnel, on avait vu la fiscalité passer de BIC, bénéfices industriels et commerciaux, à un régime BNC, bénéfices non commerciaux. Sauf que le 28 juin 2023 dernier, l'administration fiscale a donné une interprétation de la doctrine fiscale, donc dans son BOFIP, et elle dit qu'effectivement, il faut différencier pour la fiscalité applicable en France en matière de crypto, ce qui relève de la gestion privée. Donc là, on est bien sur de l'occasionnel avec la flat tax, voire barème progressif, ce qu'on connaît maintenant. Ensuite, il faut dissocier les personnes qui exercent une profession consistant en l'achat-revente d'actifs numériques, donc de crypto, qui eux réalisent une activité commerciale par nature et qui restent soumis à une fiscalité en matière de bénéfices industriels et commerciaux, alors qu'on pensait que cette catégorie potentiellement était terminée. Et enfin, 3e catégorie de personnes en matière de fiscalité crypto, c'est pour ceux qui font des opérations d'achat, de vente, d'échange d'actifs numériques, donc crypto, dans des conditions analogues à ceux caractérisant une activité professionnelle, mais sans pour autant que cette activité ne constitue l'activité professionnelle du contribuable. Et pour eux, on tombe bien dans la catégorie BNC. Donc, l'administration fiscale a dit que finalement, le régime BNC devrait être vraiment exceptionnel. Voilà, c'est vraiment marqué que ça devrait s'appliquer que dans des cas d'espèces exceptionnels. Et finalement, il y a toujours ce régime BIC qui existe. Et finalement, vous pourrez lire tout ce qui a été publié par les avocats fiscalistes spécialisés crypto. Ça remet du flou là où on pensait avoir un petit peu plus de précision. Et il faudra attendre la suite, peut-être dans le cadre de la loi de finances, parce que là, on est pas très loin du début, de la publication du projet de loi de finances et des amendements. Il y aura sûrement de l'actu également crypto sur ce point-là. Donc, il faudra bien suivre est-ce qu'il y a des modifications en matière de fiscalité crypto en France. Mais en tout cas, l'administration fiscale, elle nous dit soit vous êtes en occasionnel flat tax, soit vous êtes un professionnel en tant que tel, vous êtes au régime BIC, ou soit vous êtes une personne non professionnelle mais qui est dans des conditions analogues, dans des cas très exceptionnels, et vous êtes au régime BNC. Voilà. Donc ça, c'est la première partie de l'interprétation fiscale de la fiscalité, de l'administration fiscale de la fiscalité en France. Voilà. Ensuite, d'accord. Ensuite, point important en matière de NFT, puisque je vois que maintenant tu t'es beaucoup concentré aussi sur les questions de NFT. Il y a eu ce rapport
de l'inspection générale des finances, qui a été publié aussi cet été, qui vise à répondre à beaucoup de problématiques juridiques et aussi fiscales. Alors c'est un rapport qui est assez lourd. Moi j'ai présenté sur ma chaîne uniquement la partie fiscale, mais pour tous ceux que ça intéresse, il y a vraiment les tenants et les aboutissants et sûrement le futur de la fiscalité et du juridique en matière de NFT dans ce rapport. Donc je vous invite à le lire. Et on a une confirmation finalement que pour le moment, les NFT doivent être considérés comme des actifs numériques, puisque dans le rapport, il est marqué qu'il y a une note interne de la DGFiP qui dit que malgré effectivement la complexité de savoir est-ce que c'est un actif numérique ou pas, il faut considérer un NFT comme un actif numérique pour le moment. Et qu'à terme, il faudra se concentrer sur le sous-jacent de l'actif numérique, sur le sous-jacent du NFT pour appliquer la fiscalité propre au sous-jacent. Et dans la grande majorité des cas, alors on en avait déjà parlé beaucoup dans les projets de loi de finances derniers, parce que c'est quelque chose qui revient depuis un moment, également dans le rapport Persson, on devrait appliquer donc la fiscalité du sous-jacent et la fiscalité des biens meubles, donc avec ce taux particulier de 19% d'imposition plus les prélèvements sociaux, 17,2, avec des abattements pour durée de détention et également des exonérations pour les cessions inférieures à 5 000 euros. Donc attention à ceux qui veulent saucissonner leurs cessions également. Mais disons que ça serait plutôt sur cette fiscalité-là qu'on devrait arriver et finalement sortir de la qualification d'actif numérique. Et la problématique, effectivement, c'est que si on n'a plus un NFT comme un actif numérique, on ne rentre plus dans la catégorie occasionnelle sur un sursis d'imposition sur les opérations d'échange crypto-crypto, actif numérique contre actif numérique. Parce que ça voudrait dire que si vous achetez des NFT avec de la crypto, vous n'êtes plus dans l'échange crypto-crypto, donc vous déclenchez une opération imposable. Et dans l'autre sens, si vous vendez des NFT contre des cryptos, vous déclenchez aussi une opération imposable. Donc il faudra voir, parce que dans le rapport Persson qu'on a présenté l'année dernière, il y avait déjà cette volonté d'aller sur le sous-jacent, et c'est à peu près tout ce qui est dans la doctrine, on va dire, sur la place et de la DAN pour la fiscalité en matière de NFT. Mais dans le rapport Persson, il y avait aussi la possibilité peut-être d'avoir un régime encore plus loin et de neutraliser les échanges NFT, crypto. Voilà. Donc ça, c'est à voir. Peut-être qu'on aura quelque chose dans la loi de finances, mais dans le rapport de l'IGF, de l'Inspection générale des finances, il est plutôt préconisé d'avoir une mise en place de toutes les nouvelles mesures juridiques et fiscales en même temps que l'application des mesures MiCA, pour que finalement toutes les notions juridiques s'installent en même temps, les notions fiscales, et que tout soit en même temps. Donc plutôt horizon fin 2024 pour avoir une réforme de la fiscalité en matière de NFT, et voilà, peut-être pas dans la loi de finances de cette année, mais c'est à voir, on verra dans le projet de loi de finances. Voilà. Donc c'est un peu ce qui ressort depuis un moment, de dire on va aller sur la fiscalité du sous-jacent, régime fiscalité des biens meubles. Donc je pense qu'on peut renvoyer aux vidéos qu'on avait déjà faites ensemble avant. On avait mis des tableaux explicatifs sur comment ça marche et sur les échanges, comment ça fonctionne. C'est ce qui devrait s'appliquer, mais peut-être pas dès l'année prochaine, mais peut-être l'année suivante. Voilà, donc à voir. Et tout en rappelant que si on est en entreprise, au niveau professionnel, dans ce cas-là, notamment impôt sur les sociétés, tous les échanges crypto-crypto sont imposables. Et là, le NFT, c'est un produit imposable de manière classique. Voilà, c'est ce qui ressort. Il y a aussi des questions en matière de TVA. Quand vous faites de la vente de NFT et qu'il y a des problématiques d'assujettissement à la TVA, comment qualifier cette opération? Il faut regarder dans les questions finalement d'application de la TVA dans les conditions de droit commun, notamment sur les questions de territorialité. Et on va être plutôt sur des questions de prestation de services électroniques et d'appliquer les régimes TVA spécifiques sur ces opérations. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que la problématique, c'est ensuite de savoir où est le client et l'acheteur de NFT pour appliquer les bonnes règles TVA. Et du coup, quelles mesures mettre en place
pour identifier le client et son lieu de résidence. Voilà. Il y a aussi, ça parle un peu de ça aussi dans le rapport, pour justement mettre en place des mesures d'identification du client pour déterminer sa résidence fiscale. Voilà. Donc, ce rapport IGF, il est vraiment, si ça vous intéresse sur les NFT, il est complet et voilà, ça traite de toutes les questions juridiques et aussi fiscales importantes pour le futur en matière de NFT. Et dernière mesure, c'est la présentation du plan de lutte contre les fraudes, donc fiscales, sociales et douanières, présenté par le gouvernement en mai dernier, et qui a plusieurs mesures et plusieurs axes de lutte, et notamment lutter contre les recours aux actifs numériques, en fait, s'adapter aux enjeux du numérique et améliorer la capacité des services à contrôler, à contrer le recours aux actifs numériques dans la fraude et son blanchiment. Et effectivement, maintenant, troisième mesure qui est ce plan de lutte contre les fraudes fiscales, sociales et douanières présenté par le gouvernement en mai dernier et qui vise notamment sur l'un de ces axes de s'adapter aux enjeux du numérique, qui vise à améliorer la capacité des services, donc des services fiscaux, à contrer le recours aux actifs numériques dans la fraude et le blanchiment. Puisque, en fait, dans l'exposé des motifs, il s'appuyait sur le rapport ADAN et le rapport KPMG, qui disait qu'au moins 8% des Français détiennent des cryptos, mais qu'en 2021, il y a eu seulement 20 000 déclarations d'opérations crypto, et ce qui, au niveau des chiffres, n'est pas très cohérent. Donc ça montre qu'il y a quand même pas mal de personnes qui ne déclarent pas leur crypto, même si, effectivement, il faut quand même rappeler que si vous faites que des opérations d'échange, finalement, il n'y avait pas de déclaration particulière à part vos comptes de crypto à l'étranger. Donc, c'est pas parce que vous avez des cryptos que vous êtes obligé de déclarer en tant que tel, on va dire. Mais effectivement, il y a quand même l'air d'avoir une sous-évaluation, une sous-déclaration des personnes qui ont des cryptos en France. Et c'est pour ça qu'il est prévu de renforcer la lutte contre d'abord les mixeurs, donc ceux qui offrent des services pour mélanger les cryptoactifs avec d'autres services pour obscurcir la piste jusqu'à l'origine des fonds. Et enfin, de former en tant que tel les agents de la DGFiP aux actifs numériques d'ici 2025 et aux technologies blockchain. C'est-à-dire que tous les agents TRACFIN de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, du service d'enquête judiciaire des finances seront normalement formés d'ici 2025 aux actifs numériques et aux technologies blockchain, et également qu'il y ait 50 agents spécialisés des impôts, donc de la DGFiP, qui aient une habilitation, en plus d'être spécialisés crypto, qui puissent faire des enquêtes sous pseudonyme sur Internet. Voilà. Ça, c'est les deux gros points importants. Et en complément, effectivement, application la plus pleine, on va dire, des nouvelles mesures qui vont arriver d'AC8 et des mesures CARF au niveau OCDE. D'ailleurs, il me semble que c'est mercredi, il y a eu le vote par le Parlement européen pour la mise en place de la DAC8, donc permettre l'échange automatique d'informations sur les personnes qui font des opérations crypto en Union européenne, et également la mise en place des normes OCDE pour un échange au niveau international, comme ce qui existe en matière de CRS. Donc là, la DGFiP a dit qu'ils vont travailler pour que d'ici 2027, tout puisse être mis en place avec la France et les services fiscaux. Voilà, pour essayer de lever au maximum l'anonymat des détenteurs de crypto-monnaies et pour lutter contre les opérations de fraude et de blanchiment. Donc c'est un axe, c'est l'axe numéro 2 même, la mesure numéro 2 de l'axe 1 pour justement lutter contre la fraude, notamment au titre des actifs numériques. Donc voilà toute l'actu fiscale, on va dire, en matière de crypto. On te remercie. Merci à toi d'être venu. Merci à toi de nous avoir expliqué tout ce qu'il y avait à savoir actuellement sur l'actualité fiscale. Et sur la fin, normalement, ça fait peur. Ça fait peur à beaucoup de personnes parce que du coup, ça va mettre fin à la fraude fiscale crypto, qui est déjà très présente, on va dire. On va dire que on peut dire aussi que s'il y a beaucoup de fraude, c'est aussi parce qu'il y a une incompréhension au niveau de la fiscalité crypto. C'est pas donné à tout le monde de pouvoir faire une déclaration
en général, surtout que la plupart du temps, c'est des amateurs, c'est des personnes qui ne connaissent rien, tu vois. Alors C'est des après, personnes il faut voir quels sont les montants en jeu et voilà, pour parler de vraie fraude, etc. Mais effectivement, peut-être que on verra dans le projet de loi de finances, il y aura peut-être quelque chose qui va simplifier la fiscalité crypto, mais j'en doute. Effectivement, ça a l'air d'être plutôt à partir de l'instauration des règlements MiCA, etc., des normes internationales, que là, il y aura peut-être une réforme en tant que telle. Mais comme chaque année, on va suivre les amendements, on va regarder si on a encore des nouveautés particulières, peut-être cette année la possibilité de faire des apports et de bénéficier de sursis au report d'imposition. On verra, parce que c'est demandé aussi par la pratique, mais en tout cas, c'est à suivre et on voit que l'administration fiscale veut lutter et renforcer ses moyens de lutte contre la fraude en matière de crypto, effectivement. C'est combien ils ont estimé le manque à gagner chaque année? Non, il n'y a pas de... Non. Dans l'exposé des motifs, ils reprennent juste le fait qu'il semble qu'il y ait beaucoup de Français qui sont censés, enfin des contribuables résidents fiscaux qui sont censés avoir des cryptos et que le nombre de déclarations crypto en tant que tel est vraiment faible. Très faible. Donc il y a vraiment une différence sur ce qu'ils devraient avoir en déclaration. Mais il n'y a pas de montant sous-déclaré. Mais ils disent que c'est sous-déclaré. D'accord. Donc les Français ne déclarent pas leurs impôts. Ne déclarent pas leurs opérations fiscales en tout cas. Après, est-ce qu'ils sont imposables ou pas, c'est une autre question. Mais oui, peut-être. Ah là là. Ils iront nous chercher jusqu'au bout. Hein. Bon, après, et puis n'oublions pas non plus que tu as une formation justement sur la fiscalité et que justement tu apportes ton aide indirectement et directement auprès des personnes qui veulent faire leur déclaration ou même qui veulent avoir des conseils en fiscalité. Oui, c'est la formation, elle est là pour justement comprendre comment ça marche et qu'est-ce qu'il faut faire. Et il y a beaucoup de choses qui sont aussi sur ma chaîne, des tutos d'application pour savoir comment déclarer ou dans quelle case est-ce qu'il faut déclarer ses comptes ou etc. Voilà, pour savoir ce qu'il faut faire, pour pouvoir s'en sortir seul contre les méandres de la fiscalité en France. Voilà. Ouais, et c'est pas facile. Hein. C'est pas facile. Ne serait-ce qu'au début, je me souviens, au début, il y avait même pas le formulaire était même pas proposé au départ. Le formulaire, je sais plus lequel exactement le nom, mais il n'était pas proposé il y a quelques années. Il est arrivé bien plus tard. 2086, oui. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Il n'était pas proposé et du coup, il fallait l'ajouter soi-même. Enfin, je trouve que ils veulent faire rentrer de l'argent, mais il faut faciliter l'action aussi. Faciliter la déclaration, je pense. Oui, si tout était automatique, ça irait plus vite. C'est ce qui est poussé par la DAN, etc. Enfin, par toute la place, si vous suivez les avocats fiscalistes crypto, ils demandent ça aussi depuis un moment. Ouais. Du coup, si on fait la déclaration automatique, s'il y a si les exchanges, les plateformes seront obligés du coup de déclarer les utilisateurs au sein de leur plateforme, est-ce qu'au final, ils ne pourraient pas utiliser ces informations pour faire des déclarations automatiques? Oui, mais il y aura toujours à vérifier, à contrôler les informations pour être sûr, parce que sur les échanges automatiques, il y a déjà l'échange automatique des données bancaires. C'est pas pour ça qu'on ne doit pas déclarer ses comptes bancaires à l'étranger. C'est plutôt pour confronter en interne, mais on va pas être dispensé d'être avec une déclaration à faire, je pense. Ou peut-être pas, parce qu'il y avait déjà ces questions-là. Alors je me rappelle plus dans quel rapport, etc. De passer également par des smart contracts qui permettent à l'administration fiscale d'avoir accès aux informations, de tout collecter et que tout soit fait un peu de manière automatique. Je me rappelle plus exactement dans quel rapport c'était, mais c'est un peu le futur de la fiscalité et d'application de la blockchain sur la fiscalité et le contrôle fiscal. On verra. Je vois. Donc la seule solution qui nous reste actuellement, entre parenthèses évidemment, c'est pas vraiment une solution, mais c'est la DeFi. C'est le seul endroit où il ne pourra pas y aller, où la fiscalité ne pourra pas être automatique, on va dire, sur les exchanges décentralisés. Oui, après, il faudra voir quelles sont les mesures d'application concrète. Voilà.
Donc c'est pas. D'accord. Bon, on n'est pas là pour faire des cours de fraude fiscale. On est là pour faire de l'optimisation fiscale. Rester dans la légalité tout en restant en payant le minimum d'impôts, non? Mais en tout cas, voilà, c'est l'actu en attendant la loi de finances, enfin le projet de loi de finances et les amendements. Donc on fera sûrement une vidéo, Une autre vidéo, bientôt pour la présentation des mesures qui peut-être ne seront encore une fois pas validées dans la loi de finances finale. D'accord, bah, je te remercie. Merci à toi, je te prends pas plus de ton Merci. temps. Je te remercie d'avoir été présent et je te remercie pour les informations. Et on se retrouvera sûrement sur une prochaine vidéo. Ça Ciao! marche, merci.